Alors la première question c'était, je vous parle en quelle langue au fait? Allez, en anglais, en français, aussi, c'est comme vous voulez. C'est dur la démocratie, hein. C'est dur la démocratie. Mais on va y aller en français ou s'il le faut, on bascule un petit peu en cunissois. D'accord? Ben, donc c'est un sujet difficile et surtout un sujet sur lequel on peut développer beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'une expérience qu'ont vécu deux ingénieurs il y a à peu près 77 ans, ça commence à bien se mettre, qui s'appelle Bill Hewlett et Dave Packard. Et pour ceux qui ne le savent pas, HP et aujourd'hui Hewlett Packard Enterprise portent les initiales de deux messieurs, Bill Hewlett ou Dave Packard. Next slide s'il vous plaît. Alors ce sont ces deux messieurs plusieurs années après la création d'HP au fait. Et ce que vous voyez là, deux secondes s'il vous plaît. Et ce que vous voyez là, c'est une machine qui n'a pas beaucoup de choses communes avec l'informatique, parce que c'est un oscilloscope. Pour ceux qui sont bons en physique, ils savent ce que c'est qu'un oscilloscope. Et c'était le premier produit de HP en fait. Donc ça n'a pas du tout démarré avec les calculateurs ou les calculatrices. Ça a tout simplement démarré avec un produit qui était très bon, qui était un oscilloscope, je pense que le modèle s'appelait oscilloscope S100, et qui a été vendu à l'époque à une société voisine en Californie qui s'appelle Walt Disney, qui commençait à faire ses opérations. C'était en 1939, tout juste avant la Deuxième Guerre mondiale, et c'était ces deux messieurs. Donc si on passe au slide suivant, tout le monde sait ce que c'est que la Silicon Valley, je suppose. J'espère que la Silicon Valley fait rêver beaucoup de monde, parce que c'est une zone sur cette planète où l'innovation et le business ont trouvé leur bonheur. Et la Silicon Valley, pour ceux qui ne le savent pas, a été fondée dans un garage. Et c'est pour ça que vous trouvez très souvent des t-shirts ou des chemises avec Rules of the Garage et des choses comme ça. C'est parce que Silicon Valley a été créé dans un garage. Et le garage, on va le montrer tout de suite, c'est celui-là. C'est le garage qui appartient à la famille de Dave Packard. Et c'est là que Bill Hewlett et Dave Packard ont commencé à bricoler leur premier oscilloscope. Alors, aujourd'hui, ça fait rêver, ça fait très longtemps, mais j'ai choisi de donner cet exemple en tant qu'exemple suprême de ce que l'entrepreneuriat, de ce que l'intelligence, de ce que la prise d'initiative peut amener dans ce monde. D'accord ? Alors, pour revenir sur la petite histoire, le slide avant, Bill et Dave, comme on les appelle chez HP, étaient copains, et je pense qu'il y a beaucoup de copains dans le salle qui sont amis dans la vie ou ailleurs. Et ils étaient tous les deux passionnés de pêche, de camping, ils partaient ensemble, ils faisaient des choses ensemble et tout ça. Et en 1934, ils se sont dit, tiens, le jour où on aura notre diplôme de Stanford, parce qu'ils sont tous les deux diplômés de Stanford University, en Californie, le jour où on aura notre diplôme, on va partir faire quelque chose ensemble, un projet ensemble. Et c'est exactement ce qui s'est fait. Ils ont commencé dans ce garage que vous avez vu sur notre slide à faire cet oscilloscope et ils ont créé HP avec un capital de $539. À l'époque, c'était une somme respectable, mais quand même, c'était $539. Et ils ont basé leur boîte sur un principe qui est aujourd'hui enseigné dans les universités, qui s'appelle The HP Way. Okay? The HP Way, c'est là. The HP Way est enseigné dans les universités qui enseignent le business, mais aussi les sciences sociales, en tant que manière de gérer des entreprises d'une manière très cordiale, très amicale, complètement orientée sur les résultats et sur l'esprit d'équipe. Quelle que soit la taille de l'équipe, rappelez-vous,
Ils étaient deux au départ, Bill Hewlett et Dave Packard. Et l'année dernière, à la clôture de l'année fiscale, il y avait exactement 321 000 employés chez HP. 321 000. C'est plus grand que plusieurs de nos gouvernements. Tous employés chez HP, qui a démarré avec 2 gars. Alors, ils sont tous les deux ingénieurs comme vous. Ils ont fait des écoles d'ingénieurs. Bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'amateurs de pêche ou de camping ou whatever, mais c'est pour vous dire que ces deux messieurs ont eu le courage de le faire, et aujourd'hui, c'est ça l'esprit d'entrepreneuriat. Alors, je vais rapidement défiler le reste des slides pour vous montrer ce qu'on fait chez HP, à part le business, parce que je ne vais pas parler du tout de notre activité business. D'accord ? Je vais essayer de vous montrer ce que c'est la vie d'un ingénieur après la fin de vos études, après avoir commencé avec cet exemple d'entrepreneuriat qui est très, 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 très réussi. Et je préfère laisser un maximum de temps vers la fin pour des questions s'il y en a. D'accord ? Ok, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est le bureau HP qui est à peu près 500 mètres plus loin. Au cas où vous avez dépassé le siège de Subcom, et si vous êtes aventuré un peu plus loin dans le Technopole, vous avez peut-être vu un siège au fond à gauche, qui est le siège de HP en Tunisie. Il y a à peu près 800 personnes, principalement des ingénieurs qui travaillent là-bas, chez HP, et ça a été, et c'est l'employeur américain le plus grand en Tunisie. Donc nous sommes la société américaine qui emploie le plus de jeunes Tunisiens en Tunisie, en termes de nombre et en termes de qualité, je prétends. Ça, c'est l'un de nos plateaux, X1. Et HP Tunisie aussi possède, on ne sait pas très clair sur la photo, mais c'est pour vous dire aussi que 500 mètres plus loin, dans cet immeuble, au rez-de-chaussée, il y a l'un des laboratoires d'innovation les plus développés dans la région INIA, où nos ingénieurs sont en train de créer des choses, de tester des choses, de créer des proof of concept et des prototypes hands-on pour le compte de nos clients et de nos partenaires. D'accord ? Ça, c'est le côté emploi. C'est pas très clair, je suis désolé, hein, mais il manque un peu de lumière. S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Hewlett Packard en Tunisie? Je vais vous parler de ce qu'on fait en général, et vous allez apprécier, je pense. Ça va vous faire rêver, et vous allez penser que la vie d'ingénieur est vraiment très agréable, et c'est l'objectif. D'accord? Donc, ce qu'on fait, c'est on organise des élections chez HP en Tunisie. Depuis le temps de Ben Ali, en fait, on organise des élections pour élire notre comité consultatif d'entreprise. Et nous avons un dialogue social qui est très fort avec des personnes qui organisent des élections, qui sont élus ou qui perdent des élections, etc. Et ça, c'est une très belle partie de notre activité que j'apprécie. En plus, on fait tous les vendredis, le directeur général que je suis invite une vingtaine de nos ingénieurs à un petit déjeuner, tous les vendredis matin. On appelle ça 300 tonnes, mais voilà, on est tous ensemble, on prend un petit déjeuner, on discute de choses et d'autres concernant notre société, concernant l'industrie, concernant la technologie en général, puisque nous sommes une société de technologie. On fait beaucoup de philanthropie, on fait énormément d'activités pour aider notre pays. Donc on fait énormément de philanthropie, on fait énormément d'activités pour aider notre pays. Ça va de l'adoption d'écoles primaires à d'autres visites qu'on rend aux zones défavorisées et tout ça. C'est extrêmement important, et je pense que notre pays a besoin de nous. On fait aussi, on célèbre chaque année la journée des femmes, et je suis un fervent supporter de la femme tunisienne. Je pense que c'est la femme tunisienne qui fait le succès ou la déchéance de notre pays, et nous comptons sur nos femmes pour être... Et donc chaque année, nous célébrons la journée de la femme, et je prends un très grand plaisir à offrir un cadeau à chacune d'elles, à chacune de nos employés. Nous avons un programme de wellness, donc aussi dans le même immeuble un peu plus loin, les vendredis, il y a ça s'appelle ça Zumba, c'est ça, pour les filles savent, je pense. Donc Zumba, il y a du yoga, il y a des méditations, enfin beaucoup d'activités qui sont rendues dans nos locaux et qui permettent à nos employés de se sentir un peu mieux. Donc
People Every Day. Et si vous l'avez compris, ça s'aligne sur les initiales de HPE, Public Pocket Enterprise. C'est le nom de notre amicale qui est financé par tous nos employés et par la direction pour organiser des événements qui vont de voyages organisés à des événements, à des tournois de foot, je pense qu'ils ont commencé un club de cuisine, des choses comme ça, donc plein de choses. On a aussi une équipe qui est spécialisée dans la first aid, et ça c'est extrêmement important parce que avec les restrictions de sécurité et tout le reste, c'est extrêmement important, et pour nos propres besoins et pour nos voisins. Et puis, on fait même des dons de sang et des opérations comme ça. Alors, je ne sais pas si le sang des ingénieurs est beaucoup plus utile que les autres, mais je pense que l'ingénieur est aussi un citoyen comme les autres, et c'est pour ça que j'ai mis ce slide en fait. D'accord ? Donc, l'ingénieur peut des fois penser qu'il est un peu plus intelligent, un peu plus créatif, un peu plus je sais quoi, mais bon, ça reste toujours de la théorie. Selon moi, l'ingénieur est utile s'il fait des choses utiles pour son pays et pour sa personne. Donc, c'est extrêmement important. And by the way, tout en faisant la zumba, la cuisine, les sorties, les machins, etc., on fait ça aussi. Et ça, c'est notre métier, by the way. C'est un seul slide. Je ne vais pas beaucoup parler de ce qu'on fait au quotidien. Toutes les zones que vous voyez en bleu, c'est une très grosse géographie qui s'étale du Canada jusqu'à la Suisse, la France, l'Afrique du Sud, le Middle East. Tous ces pays, tous les clients à Hewlett-Packard qui ont acheté un équipement à Hewlett-Packard dans ces pays, lorsqu'ils ont besoin de support complexe, de support technique, lorsqu'ils demandent de l'aide, c'est un ingénieur tunisien qui est basé dans cet immeuble 500 mètres plus loin, qui leur rend le service. D'accord ? Mais ça, c'est un détail. Le plus important, c'est les autres slides que j'ai montrés, c'est la vie autour de la vie d'ingénieur. Alors, reprenons dès le départ, si vous voulez bien. Rappelez-vous de ce garage. Je sais que nos garages en Tunisie ne sont pas construits en bois, ils sont plutôt en dur, mais rappelez-vous de cette histoire, rappelez-vous de cette audace qu'ont eu ces deux messieurs. Et je vous rappelle qu'en 1939, le monde était sur le point de vivre l'une des pires expériences dans l'histoire, à savoir la Deuxième Guerre mondiale, qui se sont dit non, on va y aller, on va le faire. Cet oscilloscope sera un bon produit, on sera capable de le vendre. Et rappelez-vous de la manière avec laquelle ils ont conduit leur business après. Aujourd'hui, HP, enfin à la fin de l'année 2015, le chiffre d'affaires cumulé de la partie enterprise et de la partie personnelle, donc les PC, les imprimantes, tout ça, était à peu près de 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars, c'est à peu près 5-6 fois le budget de la Tunisie. Donc, pour vous donner une idée, donc c'est impressionnant. C'est des ingénieurs qui ont fait ça. Et moi, je rapporte beaucoup de respect quand ils sont décédés depuis longtemps, mais je pense que c'est une source d'aspiration importante. Donc voilà, c'est ce que je voulais présenter en termes de slide, pour vous dire tout simplement, mesdames, messieurs, ayez de l'audace, ayez le courage d'aller faire des choses auxquelles personne n'a pensé avant. Alors vous me direz, oui, mais l'oscilloscope, ça ne marche plus vraiment, on a dépassé ce cap depuis, on fait autre chose. Moi je vous dis, ça fait 20 ans que je suis dans le business. Sur les 20 ans, mon expérience personnelle, il y a une moitié qui est passée à l'étranger, une moitié en Tunisie. Et le monde n'a jamais été aussi proche et aussi consolidé qu'il est aujourd'hui. Surtout pour cette population qui est dans cette salle, une population qui est dans le monde des technologies d'information, des télécommunications, où les barrières, les frontières sont quasi virtuelles. Tout le monde fait ce qu'il veut. Avec le cloud, d'autres initiatives, d'autres produits, nous sommes capables aujourd'hui d'acheter un service ou de faire une transaction sans du tout savoir où est-ce qu'elle se passe et qui est en train de la réaliser. Nous sommes passés à énormément de virtuels, énormément de capacités qui n'ont jamais été imaginées avant. Et donc aujourd'hui, ce ne sera pas un oscilloscope, ce ne sera pas un produit peut-être tangible, mais ce sera une initiative qui pourra vous aider à démarrer un business lucratif si vous avez l'audace. Voilà, je n'ai pas d'autres slides. Je suis très content d'être là. Je remercie le management du SUCOM et les organisateurs de l'event. C'est marrant parce que nous sommes là depuis 6 ans. Et c'est la première fois que je viens
coûte des milliards pour que nos ingénieurs tunisiens puissent développer leurs capacités. Ce n'est pas vraiment le type de sous-traitance ou de main-d'œuvre de bon marché qu'on vise, mais surtout de l'excellence et tout ça. Donc je suis très content d'être là. Après 6 ans, j'ai été invité. Et je suis très content d'être parmi vous. Et surtout, je suis très heureux de répondre à des questions si on a. Voilà, c'est le plus important. OK? Yes, sir. Tu as besoin de mon mic ou... Non, c'est bon. Et, alors, on va passer maintenant à la partie questions-réponses. Si jamais vous avez des questions à M. Z, je vais commencer, si vous me le permettez. Bien sûr. Comment vous avez eu le DES de fonder HP en Tunisie? Alors, HP en Tunisie a été fondé en 2006 dans un contexte tout à fait différent. La multinationale cherchait un site pour s'implanter dans la région méditerranéenne. En 2005, il y a eu en Tunisie un événement important qui était le CNSI en 2005. Tu avais quel âge à l'époque? Allez, un ingénieur qui ne sait pas soustraire 11 de... Donc voilà, tu étais encore très jeune. Il y a eu un événement important qui a été abrité à l'époque pour des raisons principalement politiques en Tunisie, le CNSI deuxième version. Et puis, pendant cet événement, il y a eu 2 ou 3 vice-présidents d'HP qui sont venus en tant que guest speakers et ils se sont dit, tiens, c'est un beau pays. Ils ont vu beaucoup de jeunes dans les rues et tout ça, et quelqu'un leur a dit il y a beaucoup de bonnes écoles ici et tout ça. Et donc, ils ont décidé d'ouvrir une petite opération et j'ai été recruté, débauché à l'époque pour faire une ouverture. Et comme expliqué tout à l'heure, on a une convention, on était 2 ou 3. Après, on est devenu 20, 30, 40, etc. Et à partir de 2010, on a établi un partenariat avec l'État tunisien. Nous avons un protocole avec l'État tunisien pour promouvoir nos investissements en Tunisie et en contrepartie, la Tunisie nous facilite nos opérations. Parce qu'il faut que vous sachiez que faire du business en Tunisie est extrêmement difficile. Il faut être tenace, il faut être particulièrement décidé. Ce n'était pas facile du temps de l'année déjà. Et après, tous les points forts que la Tunisie avait, à savoir la stabilité politique, sociale, etc., est parti en fumée, malheureusement. Nous restons particulièrement optimistes pour l'avenir de notre pays. On me pose souvent la question, y compris ton copain, je suppose, il est là, par rapport à la comparaison en Tunisie et l'étranger, est-ce qu'il faut mieux travailler ici ou faire des choses en Tunisie ou à l'étranger? Moi, je dirais que je reste particulièrement optimiste. Je pense que notre pays va se diriger vers la bonne direction. Je n'ai pas de doute, c'est une question de temps. Et dans la technologie, je pense que toute l'audience sait, la montre, dans notre domaine, dans le domaine de la technologie, elle tourne beaucoup plus vite que la montre du commun des mortels. D'accord? Donc, il ne s'agit pas d'aller dans la bonne direction et faire les choses qu'il faut aussi le faire avec la bonne cadence et la bonne cadence. Et donc, du coup, en 2006, on a ouvert, en 2009, on a établi ce protocole, à partir de 2010, on s'est installé là, au fond du technopole, et à partir de là, on est passé à 200, 300, 400, 500 et jusqu'à 800 en novembre dernier. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'on va atteindre les 1000 employés d'ici un an maximum, je pense. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Chose finalement qui est français. Pourtant, je ne suis pas francophone. Ils m'ont posé la question, un management sécuritaire, organisme sécuritaire de l'anglais. Vous n'avez pas connu cette période. Il y a quelqu'un en 2005, il avait 10 ans, on a et à l'époque, on avait un lycée pilote chez Alien, avec le lycée pilote d'ailleurs, qui faisait d'enseignement en anglais, exclusivement en anglais. Le chef de l'anglais pendant 5 ans. Il me parle de retomber dans la francophonie exagérée. Avec d'autres langues, mais je pense que en tout cas c'est ma recommandation. Il y a quand même votre niveau d'anglais n'est pas suffisamment bon, commencez ce soir. En tout cas, s'il y a des personnes parmi vous qui postulent chez HP, ils ne sont pas recrutés si l'on peut. Et donc on est beaucoup d'autres boîtes. Parce qu'indépendamment de votre intelligence, de votre diplôme, indépendamment de ce que vous allez faire, de ce que vous allez faire, si votre anglais n'est pas bon dans le domaine de la technologie, c'est très compliqué. Yes, sir. Merci. Tout d'abord. Donc, HP est une multinationale. Ouais. Je voudrais savoir, est-ce que des ingénieurs de chez HP
le site de Tunis, 100%. Et 100% mathématiques, pas physique. C'est pas du 99,6%. Où est-ce que les ingénieurs tunisiens puissent accéder à l'international? Alors, c'est pour ça que je parlais de frontières virtuelles tout à l'heure. Sur les 800 ingénieurs qui sont là, il y en a 750 qui ne font absolument rien en rapport avec la Tunisie. Absolument rien. Donc il est ingénieur support sur le compte par exemple de Crédit Suisse. Il est en train de faire du support sur des machines de stockage, des serveurs, du software qui est installé à Genève, à Montréal, à Paris. Et il le fait en real time, et aujourd'hui c'est particulier, c'est parfaitement possible, comme vous le savez. Donc nous sommes connectés. Encore une fois, je parle de l'immeuble qui est 500 mètres plus loin. Parce que si un jour Sucom décide de demander de faire une visite, ce sera avec plaisir. Donc, je parle de l'immeuble qui est 500 mètres plus loin. Il est équipé avec la plus grande bande passante en fibre internationale de la République tunisienne. Donc, nous avons une connexion de 350 mégas internationale directement en Angleterre et en Allemagne et qui nous permet de fonctionner avec, dans un environnement simplement real-time avec tous nos clients worldwide. Et pour ceux qui travaillent sur Montréal ou ceux qui travaillent sur Dubaï, par exemple, leurs horaires sont aménagés de la sorte. Donc ceux qui travaillent sur les ingénieurs qui travaillent sur Aramco, par exemple, en Arabie Saoudite ou sur Ticom à Dubaï, ils viennent le matin à 5h du mat. Et donc, comme ça, pour ceux qui ont des voitures, ils contribuent à ce qu'il n'y ait pas trop d'embouteillage. Donc, ceux qui bossent pour Montréal ou au Québec viennent à peu près à 14h et sont là jusqu'à minuit. Et puis, si vous passez le soir, très tard le soir, vous allez constater que notre immeuble est illuminé parce qu'il y a des personnes qui font de la strate technique, qui est liée, toute la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Et donc, ils sont là pour le cas où il y aurait des clients qui ont besoin de l'aide à 2h du matin, 4h du matin, etc. Une dernière? Si on a. Est-ce qu'il y a une autre question? Deux secondes. Pour un élève ingénieur qui veut lancer un start-up, est-ce que vous le conseillez de travailler, de débuter avec une société bien connue ou de commencer directement pour... C'est-à-dire commencer en tant que salarié ou bien se lancer immédiatement, c'est ça? Oui. Je ne sais pas. C'est la question, c'est le $1 million question. Est-ce qu'on doit démarrer tout de suite ou pas? Dans l'absolu, c'est bon que le sentira. Parce que le monde du travail classique, traditionnel, corrompt un petit peu et imite un petit peu tes idées. D'accord? C'est ce que je pense. Même si tu es dans un secteur à forte valeur ajoutée, tu deviens salarié, tu commences à faire des choses pour la boîte, pour la grande multinationale, pour la grande boîte, etc. Et ça peut à terme limiter tes capacités à être particulièrement créative avec des nouvelles idées, etc. Mais ce n'est pas une règle générale. Je connais aussi des businessmen qui ont fait quelques années ou même plusieurs années en tant que salariés et qui sont ensuite partis pour créer leur propre projet. Ils sont particulièrement successful et tout ça. Donc il n'y a pas de règle. Par contre, à titre personnel, en général, en avançant dans la vie, tu as tendance d'être moins prête à prendre des risques. Ça, c'est une règle humaine. Donc, à 25 ans ou 23 ans, tu as beaucoup plus de courage pour faire des choses et après, lorsque tu auras acheté un appart et que tu vas payer un crédit, bon, tu commences à réfléchir un peu plus. C'est une règle normale, c'est naturel. Donc il n'y a pas de règle, ça dépend de l'idée et surtout, ne l'oubliez pas, ton idée peut-être la plus brillante du monde. Est-ce que tu pourras la vendre? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'il y a un marché pour ton idée? C'est ça la vraie question. Bill Everett et Dave Packard, ils ont créé un oscilloscope. En 1939, c'était innovant. Parce qu'à côté, un monsieur qui s'appelait Walt Disney en avait besoin pour créer son premier film de dessin animé. Et donc, ils ont commencé à en vendre et c'est parti comme ça. Donc, tu peux avoir une idée brillantissime, mais derrière, tu ne vendras rien du tout parce que le marché
là où il faut vraiment se concentrer, c'est le plus important. Ok. Ok. J'ai juste une petite question. Mais d'abord, ça me fait énormément plaisir d'abord de vous connaître, de connaître HP, que HP existe en Tunisie avec ce nombre de personnes, 509 plus loin. Mais entre autres, c'est que par rapport à la responsabilité civile que vous avez évoqué, vous faites beaucoup de choses, c'est bien, mais aujourd'hui, je pense que il y aura disons, un changement dans l'engagement social, parce qu'aujourd'hui, les pays ils ont plus besoin de savoir-faire que d'implication ou d'activité sociale. Et dans ce cadre, je me demandais qu'est-ce que l'HPE aujourd'hui fait pour les petites entreprises et pour les universités hors des locaux de HP. Par exemple, on travaille sur l'IoT, on travaille sur pas mal de choses. Quand je vois votre labo, je me dis tiens, c'est l'univers de rêve. Pour une petite entreprise qui n'a pas les moyens de se payer ce genre de choses, de même pour un ingénieur ou pour une université. Parce qu'aujourd'hui, ces locaux, vous apportez un soutien pour les PME et les labos en dehors de vos labos. La réponse est oui. Avec des universités avec lesquelles on a engagé depuis plusieurs années. Malheureusement, Supcom n'en fait pas partie, mais parce que ça s'est pas fait, c'est tout. Donc, par exemple, une autre université juste à côté, privée, pour pas la nommer, vous l'avez. Dispose d'un accès direct à nos experts et j'autorise mes ingénieurs et mes experts à hauteur de 4 heures par mois payés par HPE à passer du temps avec leurs étudiants dans leur lab pour contribuer à leur cours de cloud computing. Et je les paye pour ça et je considère ça en tant que contribution. 4 heures par mois fois 1100 employés, ça fait 3200 $, ça fait beaucoup d'argent. Mais on le fait, c'est notre politique pour contribuer à construire notre écosystème technologique. Donc oui, on fait ça, même si je ne suis pas très d'accord sur votre première remarque par rapport à la responsabilité sociale, je pense qu'on en a besoin aussi, surtout en Tunisie. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et donc, c'est pour ça que j'ai axé ma présentation entièrement sur ce qu'on fait au-delà du métier pur et dur d'ingénieur. Et je sais, malheureusement, que les ingénieurs en général ont un avis très enfin, un certain degré de self-satisfaction qui est des fois un petit peu embêtant. Il ne faut pas croire ou penser que nous sommes plus intelligents que les autres ou plus utiles. Chacun, dans son camp, peut être très utile. Et je peux vous assurer que quelques-uns de mes meilleurs managers ont eu des diplômes de sciences humaines. Et aujourd'hui, ils sont des managers dans une entreprise de technologie de pointe et ils performent très très bien. Donc, ne négligez jamais le côté humain. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai parlé de Bill et Dave et je vous ai dit, et je vous ai parlé du fait qu'ils ont commencé à faire de la pêche ensemble, du camping ensemble, et ils se sont dit peut-être au bord d'une rivière, tiens, on va faire du business ensemble. Et pas l'inverse. Et pas l'inverse, parce que sinon c'est artificiel. Donc voilà, c'est. Ok, écoutez, je ne peux pas prendre plus de temps que ça. Merci infiniment et très très content d'être parmi vous.